Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez avec l'ingénieur Stone pour la seconde partie du deuxième chapitre du cours de l'équilibre d'une particule. Et donc après avoir vu cette série d'exemples, 2 ou 3 exemples sur ce qu'on a vu précédemment, alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation. Alors rapidement nous allons essayer de reprendre cette décomposition de force en composantes que nous avons commencé lors de notre précédente vidéo, évidemment avant la vidéo sur les exemples. Alors ce que nous pouvons savoir ici, c'est que évidemment nous avons vu au début ici que lorsque nous avons plusieurs forces, 2 ou plusieurs forces, celles-ci pouvaient être remplacées par une seule force qu'on appelait la force résultante, et dont les effets sur la particule étaient les effets faits de forces qu'on avait au départ. Et donc inversement ici, lorsque nous avons une seule force, nous pouvons en fait décomposer cette force en un certain nombre en fait de composantes qu'on appelle les composantes de la force qu'on avait, et donc ensemble toutes ces composantes ont aussi les mêmes effets sur la particule que la force principale ou que la force qu'on avait, et qu'on dit au fait pour la détermination de ces composantes le processus de détermination fait de 2 composantes de force. Alors clairement ici il faut juste dire qu'il existe une infinité d'ensembles possibles de composantes au fait qu'on peut déterminer pour une force, mais très souvent pour des problèmes pratiques nous avons tout simplement 2 composantes comme ici P et Q qui sont les plus importantes. Mais alors, il faut dire ici que la façon dont, par exemple, une force F peut être résolue en 2 composantes sont illimitées. Mais ici, de ces 2 cas, nous pouvons retenir juste de toutes ces possibilités, nous retenons tout simplement 2 cas qui sont d'un intérêt, j'ai envie de dire, particulier dans la pratique. Par exemple, dans le premier cas ici, on peut connaître l'une des composantes de la force F. On connaît la force F et l'une de ses composantes, on ne connaît pas l'autre composante. Et donc pour cela, l'autre composante est tout simplement obtenue par la méthode ou la règle du triangle que nous avons étudié tantôt, en joignant tout simplement le pointe de ces 2 vecteurs, donc du vecteur F et de la composante que nous avons. Et pour déterminer au fait le module du vecteur Q et sa direction, nous allons l'obtenir soit trigonométriquement, soit graphiquement. Et donc la seconde possibilité ici, nous connaissons en fait les lignes d'action, des composantes au fait de la force F. Pour cela, tout ce qu'on doit faire, nous traçons tout simplement à la pointe ici des lignes passant tout simplement ici et qui soient parallèles aux lignes d'action de force qu'on a données. Évidemment, cette méthode, c'est la règle du parallélogramme que nous avons vu qui conduit au fait à la détermination de ces 2 composantes P et Q que nous pouvons ici déterminer soit graphiquement aussi, soit trigonométriquement, et ici attention en appliquant la loi de sinus. La loi de sinus, au fait, c'est une loi qu'on va voir dans notre prochaine vidéo lorsqu'on commencera à traiter des exemples ou des exercices sur cette seconde partie du second chapitre. Et donc je vous invite à tous suivre cette prochaine vidéo pour avoir une idée sur cette loi que vous connaissez, je suppose pour la plupart d'entre vous, qui est la loi de sinus. Évidemment, il existe encore d'autres problèmes qu'on peut rencontrer en pratique, mais seulement il faut dire dans tous les cas, soit on va se retrouver en présence d'un problème on est obligé de traiter par la méthode du triangle, soit par la méthode de parallélogramme approprié qui arrive à satisfaire les conditions du problème qui sera donné. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que très souvent en pratique, ou même des problèmes qu'on rencontre très souvent, il sera souhaitable au fait de résoudre ou de décomposer au fait les forces en 2 composantes perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Et vous remarquez ici que le parallélogramme qu'on trace ici, c'est un rectangle. Bon, il ressemble un tout petit peu à un carré ici, mais c'est un rectangle parce que ces 2 composantes aussi n'ont pas même grandeur. Donc ça change. Alors ici, c'est pour ça qu'on parle de composantes rectangulaires au fait d'un certain vecteur F. Alors ici, il dit qu'on peut voir que les axes sont choisis orthogonaux et verticaux, mais on peut aussi choisir les axes dans n'importe
quelle deux directions, mais qui soient tout simplement orthogonales. Alors, lorsque nous déterminons en fait les composants d'un certain vecteur, il faut toujours garder à l'esprit ici que les lignes ici que nous utilisons, les lignes de construction ici, il faut se dire qu'elles sont parallèles, vous voyez, aux axes de coordonnées. Au lieu de retenir que ces lignes ici sont celle-là qui est perpendiculaire à l'autre, celle-là perpendiculaire à l'autre. Il faut donc retenir que les lignes sont parallèles et non perpendiculaires aux axes, tout simplement pour nous éviter des erreurs lorsqu'il s'agira de déterminer les composantes obliques d'un certain vecteur. Alors, ça c'est ce qu'on doit d'abord ici retenir. Alors ici, nous remarquons que nous avons deux vecteurs qu'on appelle des vecteurs unitaires. Un vecteur selon l'axe des x et un vecteur selon l'axe des y. Ce sont tout simplement des vecteurs direction. Voilà, qui nous montrent l'orientation en fait d'un certain vecteur. Et on dit unitaire tout simplement parce que leur norme, leur module, leur ampleur, leur grandeur est égale à 1. Alors ici, nous pouvons facilement voir ou rappeler l'une des choses que nous avons parlé dans nos vidéos précédentes ici, c'est que la multiplication d'un vecteur par un certain scalaire. C'est comme ça qu'on se dit, par exemple, les composantes rectangulaires f, y et fx d'un certain vecteur f peuvent être tout simplement obtenues en multipliant, comme on voit ici, ceci, des vecteurs unitaires, un vecteur par ses scalaires. Et comme on a vu l'autre fois quand on parlait de la multiplication d'un vecteur par un scalaire, on voit que les vecteurs obtenus, en fait, c'est un vecteur orienté, en fait, dans le sens du vecteur i qu'on avait et a pour module f, y, évidemment dans l'orientation du vecteur qu'on avait. C'est comme ça qu'on peut se dire donc que le vecteur f ici que nous avons peut être déterminé par ces deux composantes ici qui sont fx et fy. Alors évidemment ici il faut préciser quelque chose de très important ici, c'est que la valeur absolue au fait de ces grandeurs, parce que ces grandeurs peuvent être positives ou négatives. C'est ce qui va même montrer au fait le sens au fait de ce composant en fait vectoriel du vecteur f. Voyez-vous, selon que je dirais la constante ou cette grandeur scalaire ici sera positif ou négatif, on aura en fait le sens du vecteur de la composante vectorielle du vecteur, soit dans le sens des x positifs, soit dans le sens des y positifs. Alors ici il faut se dire que fx et fy sont des composantes scalaires, parce que ce sont des scalaires de la force f. Mais ici, c'est en gras, quand vous allez remarquer, comme on a dit pour des grandeurs vectorielles, on va dire que ça, en fait, ce sont des composantes, donc tout ça là, composantes scalaires multipliées par les vecteurs, sont des composantes vectorielles de la force f. Et lorsqu'il n'y a pas de confusion de composantes scalaires de la force et composantes vectorielles de la force, on peut tout simplement exprimer fx et fy tout simplement comme les composantes de la force que nous avons. Alors, évidemment, il faut dire ici que lorsque fx, donc la composante scalaire, sera tout simplement positive si la composante vectorielle fx est dans le sens au fait de x positif, donc du vecteur unitaire i, et négatif dans l'autre sens. Et la composante, de la même façon, la composante scalaire f sera positive si la composante vectorielle est dans le sens du vecteur j, dans le sens des y positifs. Alors, voilà. Donc on peut facilement déterminer les vecteurs f comme la somme de ces composantes vectorielles, ceci fx et fy. Alors ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est que lorsque nous avons en fait le vecteur f, nous remarquons ici que le vecteur f a une certaine orientation, donc un certain norme. Et si nous disons une certaine norme, donc si nous avons par exemple f ici comme étant le module du vecteur f, et que θ est tout simplement l'angle qui sépare la force F de l'axe des X qu'on a compté trigonométriquement, donc anti-horaire, évidemment à partir des X positifs, nous pouvons facilement dire que les composantes scalaires du vecteur F peuvent être obtenues en appliquant les règles simples de trigonométrie de base que nous avons vues. Les sinus d'un angle est tout simplement égal au côté opposé qui est fy sur l'hypoténuse qui est la norme, le module de f, et le côté adjacent d'un angle, évidemment nous avons d'un triangle rectangle est obtenu en prenant
Et le cosinus d'un angle est obtenu en faisant tout simplement les côtés adjacents au fait d'un triangle rectangle sur l'hypoténuse. Nous avons ces deux expressions en tirant fx et fy. Nous avons les composants scalaires du vecteur f. Et de la même façon, pour déterminer les tangentes de l'angle, c'est les côtés opposés sur les côtés adjacents. Donc nous avons fy sur fx. On peut donc déterminer l'angle θ qui sépare au fait la force F de l'axe de x. Et pour déterminer au fait le module au fait du vecteur F, nous pouvons appliquer ce qu'on appelle les théorèmes de Pythagore, qui stipule tout simplement que dans un triangle rectangle, les carrés de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et en tirant F de cette expression, nous obtenons tout simplement la force F. Alors, pour l'addition de vecteurs ici, nous avons tout simplement vu au début que nous allons, pour les vecteurs, utiliser la règle de parallélogramme. Et de cette règle, nous avons tiré deux autres règles. La règle du triangle, pour me résumer, et la règle du polygone. La règle du triangle est plus favorable pour l'addition de deux forces, et la règle du polygone pour plusieurs forces. Évidemment, la règle du triangle peut être aussi utilisée pour plusieurs forces, lorsqu'on allait répéter un certain nombre de fois. Mais voilà, pour plusieurs forces, nous utilisons la règle du polygone. Et par la suite, nous avons vu aussi que les triangles de force que nous avons utilisés pour définir la résultante de plusieurs forces peut être aussi utilisé pour des solutions trigonométriques. Mais seulement ici, il faut se dire, lorsque nous avons trois forces, ou même plus, et que nous devons additionner ces deux forces, ces trois forces ou ces n forces en général, aucune solution trigonométrique pratique peut être obtenue à partir même du triangle, de la règle du triangle, ou même à partir du polygone de force. Et donc pour cela, nous allons chercher une solution que nous allons appeler analytique, une solution de problème analytique pour obtenir au fait résoudre tout ce qu'on a comme problème. Lorsqu'on a une sommation, j'ai envie de dire, de plusieurs forces. Et c'est comme ça qu'on dit, on peut l'obtenir en résolvant chaque force en deux composantes rectangulaires. C'est-à-dire lorsque nous avons trois forces comme ça, évidemment tout ce qu'on doit faire, c'est que nous résolvons en fait ces deux forces ou décomposons ces deux forces en deux composantes rectangulaires comme nous avons vu. Nous cherchons les composantes rectangulaires de la force P, la même chose pour la force S et la même chose pour la force Q. Et donc pour cela, nous obtenons la force P résolue en ses composantes rectangulaires, Q la même chose, S la même chose. Et en groupant, nous avons tout simplement ici la résultante au fait de composantes scalaires de toutes ces forces ici, et selon la composante de X et selon la composante de Y. Donc en conclusion ici par rapport à la résultante de force, on peut tout simplement dire que alors les composantes scalaires de la résultante de force ici Rx et Ry de plusieurs forces, agissant évidemment sur une certaine particule, obtenues en additionnant algébriquement les composantes scalaires des forces correspondantes, donc des forces en présence. Et donc en pratique, on peut résumer tout simplement cette méthode en disant, premièrement, nous décomposons les forces données en bleu ici en leurs composantes rectangulaires, en rouge PY et PX, la même chose pour toutes les forces. On additionne toutes les composantes selon X, donc PX, SX et QX, et comme ça, nous trouvons la résultante de force. Et lorsqu'on doit par exemple déterminer le module de la résultante de force et autres, on peut même faire ça graphiquement. C'est comme ça qu'il faut dire ici que bien que pour trois forces, une méthode analytique est plus l'approche de la méthode analytique en décomposant en fait les forces en leurs composantes rectangulaires est plus appropriée, mais on les utilise aussi même lorsque nous avons deux forces. Il arrive aussi que nous avons la somme de deux forces, nous les utilisons. Alors, nous avons précédemment vu comment est-ce qu'il faut étudier, il faut calculer la résultante de force, comme on vient de le faire. Nous avons vu plusieurs manières pour calculer cette résultante de force. Alors ici, il faut tout simplement dire ceci. Il est possible que cette résultante de force soit nulle. Et dans les cas où cette résultante de force est nulle, nous disons tout simplement que l'effet net de force est nul et donc la particule demeure en équilibre. Et la particule reste en équilibre. Donc on peut dire que lorsque la résultante de toutes les forces, je m'excuse ici, qui agissent sous une particule est nulle, eh bien la particule reste
en équilibre. Comme par exemple ici on dit une particule qui subit l'action de deux forces qui sera en équilibre. Les deux forces sont en même module, première condition, même ampleur. Les deux forces se retrouvent sous une même ligne d'action, mais en deux sens opposés. Et donc la résultante de force ici est nulle et la particule subit au fait l'effet net de force nul et la particule reste en équilibre. Et donc il faut tout simplement dire, nous exprimons algébriquement les conditions d'équilibre d'une particule en disant que la somme de toutes les forces qui agissent sur cette particule est tout simplement égale à 0. Et bien sûr ici en prenant en fait la somme de toutes les composantes au fait ici rectangulaires au fait selon au fait les axes x et y. Voilà un peu. Et c'est comme ça qu'on peut au fait dire la condition nécessaire et même satisfaisante ici, même les conditions pour que l'équilibre d'une particule soit véridique, il faudrait nécessairement que la somme de toutes les forces selon l'axe des x, ou les composantes au fait scalaires de toutes les forces qui agissent sur une particule selon l'axe des x soit égale à 0, et les composantes scalaires de toutes les forces agissant sur une particule selon l'axe des y soit nulles, pour dire que la résultante, la composante au fait scalaire de la résultante de force qui agit sur une particule est nulle selon les deux axes. C'est comme ça qu'on peut dire ici que lorsqu'on doit résumer au fait la première loi de Newton, parce que vous vous rappelez ici que au début du cours je vous ai dit que dans la première partie du XVIIe siècle, Isaac Newton a formulé au fait, a établi un formalisme de 3 lois sur lesquelles reposait ici la science de la mécanique. Mais cette loi ici, qui est la première loi d'entre elles, qui est trop exploitée en statique en statique tout en général, est énoncée tout simplement en disant que si la force résultante agissant sur une particule est nulle, eh bien la particule restera au repos si à l'origine elle était au repos, ou s'y déplacera en vitesse constante en ligne droite si à l'origine était en mouvement. Et donc, de cette loi qu'on vient au fait de définir ici, de l'équilibre, évidemment dans la section précédente ici, voyez-vous, et au fait de la première loi de mouvement de Newton que nous sommes en train de donner ici, on va tout simplement dire que une particule en équilibre est soit au repos, soit tout simplement se déplace et est en mouvement au fait en ligne droite avec une vitesse constante. Voilà un peu, chers amis, ce qu'on pouvait dire ici sur la seconde partie de ces chapitres de statique de l'équilibre d'une particule. Et bien dans la vidéo précédente, dans la vidéo prochaine, nous allons essayer de définir ces seconds chapitres et aussi mettre des exercices, évidemment, de problèmes qui impliquent cet équilibre de particules pour vous permettre de bien intérioriser tout ce qu'on a donné ici. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et prenez très bien soin de vous en observant tout ce qu'il y a comme mesures d'hygiène et gestes barrières pour vous protéger contre non seulement la pandémie à coronavirus, mais tout autre type d'infection et des virus qu'on peut se transmettre comme ça. Alors, bye bye.